On a une deuxième conférence par le docteur Eduardo Urrera. Je ne vais pas le représenter. Voilà. Docteur Urrera. Merci beaucoup. Alors, le défi que nous retrouvons a été nous présenter avec le nombre d'excellentes présentations. C'est un défi universel. Les soins palliatifs, les soins de support ne sont pas vraiment partie du système de santé, système académique partout. Donc, je vous propose comment faire un peu les choses dans un système qui ne nous recève pas, ne nous embrasse. Je vous ai déjà présenté le patient et un confrère a dit quelques années auparavant, n'est-ce pas, que ce n'est pas la maladie, c'est question de patient qui souffre la maladie. Mais je travaille dans le MD Anderson Cancer Center, pas un centre pour patients, c'est un centre pour la maladie cancer. Et devant ma fenêtre, je vais à un centre beaucoup plus ridicule. C'est le Texas Heart Institute. Parce que nous faisons poumons, nous faisons seins, nous faisons une quantité d'organes. Le Texas Heart Institute fait seulement cœur. Vous arrivez le matin, vous laissez le corps, vous le prenez l'après-midi, ils travaillent toute la journée, ils sont vraiment joyeux de gérer l'organe, de gérer la maladie. Mais c'est une chose importante, parce que ce que nous disons reflète comme nous pensons, et comme nous pensons et ce que nous agissons. Donc, ce qu'on dit est très important. Nous, déjà, il est déjà très connu la souffrance à multiples niveaux. Et aussi la souffrance de la famille, quand le patient est malade, la famille est malade. Donc c'est une maladie générale. Et nous sommes un mouvement de franges. Vous devrez nous soupçonner avec des tatous, et avec un mouvement de Woodstock, parce que la vérité est que quand la maladie n'était pas plus guérible, le système biomédical abandonnait les patients et ces groupes des individus ont commencé à aider ces patients dans des petites maisons où ils avaient des chambres et les patients restaient là-bas jusqu'à la mort. Et la médecine traditionnelle, comme on dit en Texas, meanwhile back at the ranch, avait développé le soins intensifs d'urgence. Toutes ces spécialités sont une décennie plus jeunes que les soins palliatifs. Mais nous sommes vraiment nés hors du mariage. Nous sommes des filles naturelles. Et pour cette raison, nous ne sommes pas acceptés par les doyens, par les recteurs, par les ministres de santé, par les secrétaires, par les chefs d'hôpital. Et pour cette raison, notre spécialité, notre métier, encore aujourd'hui, n'existe pas dans la majorité des institutions académiques au Québec, au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Nous connaissons bien qu'il y a des soins physiques, émotionnels, des problèmes de travail, argent, transport, accès à médicaments, les structures et la fonction familiale. Et je vous ai proposé déjà que la maladie parle avec le cerveau et que nous soulageons la souffrance. Et la souffrance est toujours multidimensionnelle. Que la souffrance n'est pas seulement biomédicale, mais aussi la souffrance n'est pas seulement psychosociale. Il y a une connexion profonde chez les deux. Les programmes cliniques sont le laboratoire. Et je vous propose que votre laboratoire sont les programmes cliniques. Et c'est chez vous qui travaillez à niveau clinique, et vous devez réfléchir d'abord sur votre milieu clinique. Et c'est chez vous qui font la recherche, vous devez continuer à aller à des lieux cliniques
pour voir la situation, pour étudier la situation, pour être partie de la situation, pour vous permettre d'insérer votre recherche dans un contexte clinique, un contexte pratique. La souffrance du patient le rend conscient et réactif à l'environnement beaucoup plus. Et pour cette raison, toutes ces choses, on a établi dans des divers centres d'accueil de patients, seulement des centres palliatifs. Nous avons de la musique, mais il n'y a pas de la musique dans chacun autre service dans le MD Anderson. Nous n'avons pas de salle d'attente. La salle d'attente est généralisée. C'est une épidémie de salles d'attente à MD Anderson. Panneau au plafond, évaluation des symptômes. On ne fait pas encore l'évaluation des symptômes d'une quantité de services d'oncologie, cardiologie, etc. Évaluation psychosociale, ça n'existe pas. Et pour faire ça, pour étudier ça, on doit faire un peu de recherche. J'ai trouvé toujours que l'employeur clinique a une priorité clinique, l'université a une autre priorité, mais pour nous, c'est un bilan intéressant. Si vous savez, un travail avec un réseau clinique, mais aussi, vous savez, un travail avec l'université, vous pouvez utiliser ces deux tensions pour trouver un peu plus de temps ici et un peu plus de temps ici. Donc, à mon avis, c'est bon d'avoir des employeurs qui ont une certaine tension chez eux. J'ai appris quelque chose dans le cours des années. Les institutions ne vous aiment pas en retour. Ça veut dire quand quelqu'un me dit « J'aime MD Anderson, j'aime travailler ici », je dis « Qu'est-ce que vous aimez ? Les ascenseurs, les murs, qu'est-ce que vous aimez ? Parce que les institutions changent et vous changez aussi. Donc, un nouveau leader vous présente des grandes opportunités, mais seulement si vous le faites voir qu'est-ce qu'il y a pour lui, pas pour l'hôpital, pas pour le patient. Vous devez reconnaître qu'une des maladies plus importantes chez les boss est le narcissisme. Et vous devrez vraiment travailler sur le narcissisme. Vous connaissez la politique américaine, probablement les problèmes psychosociaux des psychopathies sont beaucoup plus sévères que le narcissisme. Mais en fait, on peut commencer pour le narcissisme de mon boss. Les institutions n'ont pas la même durée de vie. Et pour vous, c'est important. 6, 7, 10 années pour ouvrir une unité de soins palliatifs, pour établir un programme de recherche. Pour une institution, pour l'Université Laval, c'est rien dans l'histoire de l'institution. Pour vous, sont les 6 ou 7 années plus importantes de votre carrière. Donc, n'attendez pas trop avant quitter, avant de trouver où vous pouvez exprimer votre talent. Les titres d'emploi ne doivent pas être sérieux. Ça veut dire, enseignant, ça veut dire pas chercheur. Clinicien veut dire pas administrateur. Ne laissez pas votre titre limiter votre carrière et votre vie. Vous ne devez pas essayer de vous insérer dans les titres qu'ils vous ont donnés. Vous devez vous exprimer dans tous les domaines où vous avez le talent et l'énergie pour vous exprimer. Quand vous êtes le boss, vous devez faire la même chose avec ceux qui travaillent pour vous. Cet homme, avant la Révolution française, nous a dit que l'hôpital est le miroir du niveau de la civilisation. Où est la civilisation, notre civilisation, à niveau de la souffrance humaine, la souffrance du patient et la famille. Et nous devons poser la question au chef de l'hôpital, au ministre, au leadership, pas aux étudiants. Et c'est cette horrible addiction à frapper l'étudiant. L'étudiant peut changer les choses dans un quart de siècle, 30 années, 40 années, quand l'étudiant devient doyen, s'il n'a pas encore dégénéré. Donc,
Mais les doyens existent aujourd'hui. Les professeurs existent aujourd'hui. Frappez le boss. Enseignez le boss. N'enseignez pas les étudiants. Le patient est dans le milieu des traitements, évaluation, éducation, recherche et thérapie. Et toutes ces choses arrivent ensemble. Et le médecin a l'administration, recherche, éducation et clinique. En fait, dans mon hôpital, c'est intéressant que c'est l'acronyme CARE. Et probablement n'est pas à CARE, mais en fait, est-ce qu'on l'appelle? Clinique, administration, recherche, éducation. L'urgent versus l'important. Pour insérer la recherche, vous devez connaître que si vous devez faire les deux choses, vous avez décidé de faire l'évaluation des jours 14 dans les patients. Mais un autre patient arrive avec délirium ou la douleur et vous dit « Ah, impossible, je ne fais l'évaluation aujourd'hui. » Et vous avez tué votre étude de recherche parce que pour travailler sur l'urgent, vous avez abandonné ce qui est important. Pour cette raison, de créer certains espaces, de créer certains silos où vous pouvez aujourd'hui travailler dans ce qui est important et ne laissez pas les programmes urgents de tuer ce qui est important. Les études ont une quantité de modalités. Rétrospective, prospective, contrôlée, non randomisée, randomisée, parallèle, transversale. Et tout ce que je vous montre est recherche. Ne laissez pas jamais quelqu'un qui vous dit que seulement la recherche et l'étude randomisée contrôlée, la révision systématique, etc. La dernière fois que j'ai vu à juin, il y avait à PubMed 941 des études randomisées 10%. Et randomisées cliniques, médicaments entiers, intervention non pharmacologique entière et évaluation des communications entières. Et je suis très content avec ces bilans. Vous n'avez pas besoin de dire que seulement quand vous faites ces études randomisées contrôlées, vous allez trouver quelque chose d'important. En fait, la grande majorité des demandes que je me propose ne peut pas être jamais répondues avec une étude randomisée contrôlée. Mais la médecine biomédicale, le contrôle des systèmes de recherche, vous pousse vers l'étude randomisée contrôlée. La caractéristique des études randomisées réduit les biais. Dans un petit examen clinique, la randomisée pourrait ne pas suffire. Si vous êtes sûr que le sexe, l'âge, etc. peut avoir influence sur le résultat, souvenez beaucoup de stratifier toujours, femmes versus hommes, doses élevées et faibles. Qu'est-ce que c'est un contrôle équitable dans une étude? Rien, un placebo, une intervention active, ce sont des éléments importants pour vraiment démontrer qu'il y a une différence. Parallèle ou transversal, il y a des problèmes avec l'étude transversale. Le fait de carry-over pourrait être un problème. Et transversal, ça veut dire crossover. Est-ce que vous crossover? Oh, excellent. Et si je vous donne un antibiotique aujourd'hui, je ne peux pas faire un carry-over parce que la maladie va améliorer beaucoup en comparaison au placebo. Donc, il y a certaines interventions médicales ou psychologiques qui ont un effet que vous ne permet pas faire le carry-over. Mais il y a un avantage énorme. Quand je propose à M. Paré les deux interventions, M. Paré peut choisir quelle est la meilleure pour lui. C'est une chose qui, dans les études parallèles, on ne peut pas faire parce que le patient a reçu une seule intervention. Pourquoi sont-ils risqués? Les études randomisées contrôlées sont les plus risquées de tout. La meilleure étude est l'étude
rétrospective, parce que les données sont déjà là. C'est un investissement sûr. C'est similaire à une mine d'or dans la Nigérie. Il y a une énorme quantité de risques dans une étude randomisée contrôlée. Elles sont très coûteuses et vous pouvez passer 2 années à écrire un projet pour un pourcentage d'acceptation de 8%, et après ça, même si vous êtes accepté, vous avez besoin de 2 ou 3 années plus pour finir le travail. Il y a un risque important qu'après 3-4 années de travail, vous n'avez rien dans votre CV. Donc, un investissement excessif dans une étude à longue durée et un grand risque de faillite n'est pas un investissement sûr. La réponse du placebo est une grande quantité d'études fausses négatives dans le soin palliatif où la grande majorité de ce que nous allons mesurer est subjectif. L'effet placebo est très important. Et bien sûr le blinding, parce qu'il n'est pas facile de faire le blinding. Nous avons fait des études randomisées contrôlées, et ce sont certaines des découvertes que nous avons faites avec les corticostéroïdes, l'oxygène, le méthylphénidate, le mégestrol, le message optimiste versus les messages moins optimistes, l'importance de la position assise, ne pas utiliser l'ordinateur dans la salle d'examen. Tout sont études randomisées contrôlées qu'on a fait avec certains niveaux de blinding. L'hydratation versus aucune hydratation, le lorazepam pour le délirium perfectaire, l'autonomie versus bienfaisance et la communication des codes, tous ces sont études randomisées contrôlées. Mais ces études que je vous montre ici n'avions pas, ça veut dire toutes ces études ne sont pas découvertes avec des études randomisées contrôlées. La rotation des opioïdes n'a pas jamais été vraiment démontrée avec une étude randomisée contrôlée. La voie sous-cutanée, même chose. Le SAS pour l'évaluation des symptômes, pas une étude randomisée contrôlée. Toutes les études initiales sur la méthadone ne sont pas randomisées contrôlées. L'impact de l'unité de soins palliatifs sur les symptômes et la mortalité des patients. Le dépistage universel de l'utilisation non-opioïde et le dépistage universel du délirium. Si vous regardez ça, c'est quantité de travail qui ne sont pas faits dans les contextes randomisés contrôlés et pas moins important que ce que vous ai montré avec l'étude randomisée contrôlée. Ça veut dire vous devrez toujours vous sentir tranquille. Si vous avez une bonne demande, et l'étude rétrospective peut vous aider à vraiment trouver une réponse qui pourrait être tellement importante que le meilleur étude randomisée contrôlée. Quel type d'étude? Tout que vous voyez, c'est toute recherche. Et je vous propose d'avoir toujours un bilan entre les études un peu plus simples, qui vous prennent moins du temps, et aussi certaines études beaucoup plus à longue durée. Et tout ce que je vous montre ici vous aide. On devrait commencer à pêcher pour pêcher. Non, c'est pas de faire choses qu'on doit dire à l'église, n'est-ce pas? C'est péché aussi. Ah, ok. On doit commencer par pêcher des petits poissons avant de pêcher des grands poissons. Pour cette raison, commencez avec des études simples, rapport de cas, rétrospective, et après ça, vous pouvez commencer à pêcher les pêches pour grains. Il est très très important de connaître toi-même. Où est-ce que je travaille? L'unité de soins palliatifs, domicile, équipe consultante. Quel type de personnel et formation? Les réunions, l'évaluation des logistiques d'installation physique. Quel type de patients? Je dois
insérer ma recherche dans les milieux où j'ai l'accès. Ce n'est pas l'autre chose. Ce n'est pas question d'avoir une grande idée et après ça, essayer de trouver où le faire. Je vous propose qu'en soins palliatifs, nous n'avons pas ce luxe. Nous devons étudier, contempler, voir quel est le milieu et après ça, on peut commencer à développer des hypothèses sur la population, sur les milieux que nous avons. Quels sont les patients plus fréquents, la fréquence des visites? Si j'ai une étude qui a besoin de retrouver les patients 5 fois, mais la majorité des patients arrivent seulement 2 fois, cette étude va avoir beaucoup de problèmes. Survie, une étude à 3 mois, quand le patient a une survivance de 2 semaines, ne va pas fonctionner. Quels sont les traitements que j'ai déjà donné? S'il y a des traitements que je veux étudier, que rien n'utilise, j'ai un problème. Et quelle est l'éducation et l'âge de la population? Le fonction tel en fin de vie, l'oxygène fonctionne. Nous avons le même analgésique depuis le devant de 70 à 225 années, en fait. La morphine a été développée il y a 225 années et c'est le traitement que le patient va recevoir aujourd'hui. Quelle chose de mieux que l'haloperidol? Quelle conversation fonctionne? Quoi dire et comment? Quel counseling fonctionne? Je vous propose d'apporter cette liste à votre doyen de médecin, à votre directeur d'hôpital, à votre grand académique et dire, écoute, ces patients que tu traites avec toute cette méthodologie incroyable pour le traitement de ce petit tumeur, quand le patient souffre, tu ne peux pas répondre à ses demandes. Est-ce que ce n'est pas ridicule? Et où est le département, où est l'équipe que tu as créée pour essayer de commencer à répondre à ces grandes demandes? Et aussi, je vous propose que ça serait une grande opportunité pour présenter à Radio-Canada, à la CBC, etc. À Radio-Canada, pour quelqu'un qui parle français. Je ne sais pas si m'écoute, je ne peux pas. Mais vous avez une quantité ici qui peut présenter cette liste et dire, connaissez-vous que nous n'avons pas réponse à ça? Après milliards et milliards et milliards et milliards de dollars en recherche, on ne peut pas répondre à cette question. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Les patients souffrent. Oh, nous connaissons ça. Les familles souffrent. Besoin d'une raison majeure pour des études qualitatives et d'un plan pour survivre d'études quantitatives. Je vous propose que si vous avez une raison majeure, ça va. Une autre étude pour demander à 3 patients mourants s'ils sont joyeux ou non n'est pas beaucoup de raisons. Je vous propose l'originalité. Trouvez la raison majeure pour parler avec 15 patients. Et nous n'avons pas besoin de nouveaux instruments. Nous avons beaucoup d'instruments pour les prochaines millénaires. Le défi est de les utiliser, etc. Vous avez raison d'une raison vraiment énormément majeure pour développer un autre instrument. Quelles sont les demandes? L'évaluation des symptômes, le détresse, les résultats cliniques et financiers, les interventions pharmacologiques, non pharmacologiques, la communication et bien sûr la fin de vie et le deuil. Ce sont les domaines les plus importants où vous pouvez vraiment faire une contribution. L'idée commence avec une observation clinique, comme nous avons fait avec les méthylphénidales sous-cutanées. Il peut être la littérature, il peut être research transactional, oui. Aucune. De plus de 1000 études, je n'ai pas jamais fait une étude basée sur la recherche translationnelle. Alors, si vous retrouvez une idée, bienvenue, vous pouvez le publier, mais vous allez retrouver la majorité des idées de ces deux fonds. Regardez avec une attention particulière ce que vous faites tous les journées. Regardez. Passez un pas
un débat. On parlait aujourd'hui de ces malades qui demain l'aident à mourir. Regardez cette population, regardez cet événement inhabituel et quels sont les demandes que vous pourrez faire sur ça. Regardez des lignes directrices et des mesures. Qu'est-ce qui nous dit que nous devons faire? Pourquoi est-ce qu'il nous dit que nous devons faire ça? Relisez votre article, relisez les choses que vous avez déjà publiées, parce que quelquefois l'idée est dans votre travail que vous avez auparavant. Quand je lis les articles que j'ai écrits un quart de siècle auparavant, j'ai vraiment horreur. Parce que, oh mon Dieu, comment est-ce que je peux rédiger ça? La connaissance change. Et je vous propose de relire vos anciennes consultations. J'ai appris beaucoup de relire des consultations que j'avais fait 2, 3, 4 mois, 4 années auparavant. La littérature n'est pas pour lisser trop. Ne lisez pas trop. Et toujours plagiat de méthodologie. Un des profils les plus importants de lire est de retrouver une méthodologie qui est déjà acceptée. Vous n'avez pas besoin d'invention d'une méthodologie nouvelle. Plagiat de la méthodologie qui a déjà été faite et publiée. Trois façons de lire. Curieuse et navigation pour génération d'idées. Ça veut dire browsing. Étudier un sujet, la connaissance du sujet, de recherche potentielle et rechercher l'image. Observateur d'oiseaux, recherche de recherche. Et pour moi, on doit avoir un bilan chez le trois. Mais quand je m'assieds à lire, je dois décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je veux avoir une lecture curieuse, étudier pour la connaissance des sujets, ou est-ce que je suis en train de lire pour la recherche? Pour que ce sont trois niveaux de lire différents. Et cette chose de Flaubert, j'ai trouvé excellent. Everything becomes interesting if you look at it long enough. Ça veut dire, si vous regardez une chose, ça devient intéressant. Si vous regardez votre pratique professionnelle, si vous regardez vos patients, si vous regardez les lignes guides, devient intéressant. L'équipe, différents sont des contenus, experte en méthodologie, le diable est dans les détails, infirmière de recherche ou assistant de recherche, toujours doit être partie de l'équipe. Utilisez un statisticien, ne devenez pas un. Quand vous allez au restaurant, vous connaissez bien le menu, connaissez un peu quels sont les ingrédients, mais vous n'allez pas à la cuisine et commencez à préparer le dîner. Je vous propose de faire avec la statistique comme vous faites quand vous allez au restaurant. Connaissez qu'est-ce qui sont les ingrédients un peu, mais pas essayer de devenir un statisticien, travailler avec partie de l'équipe. Vous êtes le patron. Ne concevez pas un comité. Le comité est pour vous aider. Ils ne vont pas jamais faire votre travail ou ne le feront pas bien. Vous devez faire tout. Et à la fin, vous devez faire les décisions basées sur les conseils que vous recevez. Un expert de contenu, c'est qui connaît le métier. Un expert en méthodologie, lorsque je connais le type d'études dont j'ai besoin, c'est quand je décide que je vais faire une étude épidémiologique ou une étude randomisée contrôlée, je peux avoir un expert dans cette méthodologie. Le biais statisticien est bien sûr dans le début. J'ai appris beaucoup de contenus et de méthodologies de mes statisticiens. Ils ne connaissent pas de ces choses, mais leur modalité de pensée est à changer toutes. Pour cette raison, je suis convaincu que les statisticiens doivent être partie de l'équipe d'abord. Et l'expert clinique, le problème d'accès, de praticité, et bien sûr tous qui sont partis de l'équipe de recherche. C'est, à mon avis, une bonne équipe de recherche. Le mentor est le plus dangereux de tout. Et
beaucoup d'argent et beaucoup de publications, ça ne veut pas dire rien pour vous. Quand on demandait à Rockefeller la qualité, et quand ils ont demandé à Rockefeller quel est assez de millions de dollars, son réponse a été un petit peu plus. Ça veut dire la générosité n'est pas toujours une chose que vous pouvez attendre de quelqu'un qui est très fameux, qui a publié. Si un mentor n'a démontré jusqu'à maintenant la capacité de vraiment aider les autres à devenir professeurs, publiants, etc., ils ne vont pas commencer avec vous. Première versus dernier auteur, c'est très important de connaître, pour choisir votre mentor, qui est-ce que lui a aidé, pas comment lui ou elle a devenu fameuse, mais qui est-ce qu'elle ou elle a aidé à devenir. La première rencontre, l'investigateur fait tout. Le reste de l'équipe fournit de l'aide, des conseils. Ne faites pas trop de rencontres. Quand vous faites trop de rencontres, rien ne veut vous rencontrer. Ils vont aller, quand vous regardez dans le couloir, ils vont tout à la toilette pour qu'ils ne vont pas, oh non, Brera, non, il faut rencontrer notre voix, je suis fatigué, etc. Discutez la qualité d'auteur dans la première réunion. Pas de jouer avec ça. J'ai besoin d'être le premier auteur. Oh, nous pouvons être les deux co-premiers auteurs. Avec cette explication, on a transparence et clarité sur les divers rôles. Discuter s'il y a d'argent, s'il y a quelqu'un qui a des fonds, discuter dans le début, et les diverses étapes et les livrables. Comité d'éthique, surveillance, problème de logistique, analyse statistique et présentation. 90% des faillites ne sont pas pour pauvreté d'idées, pauvreté de design, c'est logistique. Ne retrouve pas les patients, ne trouve pas les données, ne fait pas les choses bien. Pour cette raison, gestir l'équipe est un grand défi. Avec un patient avec cancer du sein, l'oncologie est simplement, après ça commence le processus de recherche. Avec un patient avec fatigue, le patient doit être retrouvé. 70% de temps d'assistant de recherche ou d'étudiant et obtenir et trouver où se retrouve le patient. Pour le budget, c'est très important de connaître qu'il est complètement divers. Retrouver des patients avec des symptômes parce que vous n'avez pas l'accès à ces patients, ils sont dans une quantité de soins, des lieux différents. Alors, il est important de connaître que le défi pour vous de trouver les patients est très important. Quels sont les résultats? Vous pourrez définir les résultats. À mon avis, c'est un grand résultat. Gardez l'équipe productive et heureuse. Débarrassez-vous rapidement des membres qui ne sont pas productifs. Si vous nous faites les choses une fois, deux fois, la troisième fois, vous dites, écoute, Eduardo, merci beaucoup pour votre participation, mais il est clair que vous n'avez pas le temps. Je peux vous proposer une autre étude dans l'avenir, mais j'ai parlé avec Bruno qui m'a dit qu'il va participer. Merci beaucoup. Partagez le titre de premier auteur. La générosité est importante. Fermez les études qui n'en vont pas. C'est une cause douloureuse, mais j'ai toujours doit couper les études qui ne sont pas fonctionnées parce que c'est vraiment un poids très lourd pour l'équipe et pour cet individu. Tuez l'étude qui ne fonctionne pas. Et passez en revue ce qui est passé dans chaque étude, succès ou échec. Recherche comme emploi principal, fellow, infirmière de recherche, séparer la collecte des données de recherche et des données cliniques. À mon avis, c'est très important parce que je vous disais de l'urgent
est l'importante. Si vous avez quelqu'un qui travaille seulement sur ça, ça vous aide à compléter les études. Données cliniques utiles pour la recherche épidémiologique et valoriser la recherche. Visez toujours le meilleur journal possible. Comme disait Gretzky, ce n'est pas question d'avoir fait le but chaque fois que vous chutez. C'est question de chuter, plus. Donc, je réserve, il me dit, Eduardo, tu publies toutes les études. Et nous avons un succès la première fois en moins de 30% des études que nous demandons à publier. 70% une rejection. Elle doit réfléchir et demander. Et il est très important de jamais se sentir mauvais pour un travail qui n'a été pas accepté. Parce que c'est question de qui a fait la révision, l'humeur de cet individu, pourrait avoir bu avant de réviser votre étude, et au Canada pourrait être le cannabis, on ne connaît pas bien. Donc, vous ne devez pas jamais respecter et sentir bien. Profitez-vous des commentaires pour la prochaine fois qu'ils vont avoir à publier. Envoyez des lettres, des revues respectives, tout ce que vous avez négatif, envoyez aussi. La recherche est essentielle pour la survie des programmes, pour démontrer que notre métier peut créer de la connaissance. Tous les programmes tertiaires apportent du prestige à tous les programmes. Votre patron en a besoin. L'équipe est l'aspect le plus important et le plus négligé de tout. Il y a des études que vous pouvez faire aujourd'hui et parler à des collègues lors de cette réunion parce que les études qui sont rejetées par l'industrie pharmaceutique et les organismes sont toujours originales et éthiques. Comment payer? Quelquefois, on ne peut pas payer. Rejette, profitez des commentaires, réappliquez. Les commentaires désobligeants traduisent un évaluateur anonyme immoral et un manque d'intégrité. Comme éditeur, il est mon travail d'éliminer ces évaluateurs qui sont vicieux, qui sont psychopathes. Et vous ne devez pas lasser ça. Et pour cette raison, quand vous commencez votre carrière, laissez votre boss être le correspondant pour que lui ou elle est préparé à avoir... Rejetez le jeu d'argent de l'université. Vous êtes défini par vos publications, pas par l'argent que vous apporte. L'argent devait être un dénominateur. J'ai vu telle quantité des individus qui ont des millions. Et où est la contribution sociale? Qu'est-ce qu'ils ont contribué pour ces millions? Obtenez l'argent dont vous avez besoin, mais publiez. C'est bien réel, Publish or Perish. Publiez toutes vos données. Publiez des revues après une demande de subvention. Ne présentez jamais une affiche sans compléter l'étude. Et parce que pour un comité, le pourcentage d'articles sur les présentés dans un congrès sont importants. Et ça que je vous propose à la fin est un portefeuille équilibré. Études à court terme, rétrospectives, rapports de cas qualitatifs, enquêtes brèves. Études à moyen terme et études à long terme. Quand vous finissez une étude dans ces portfolios, vous commencez une autre étude à courte durée. Quand vous finissez une étude à longue durée, vous pouvez commencer une autre étude. Mais maintenir ce portefeuille vous permet d'insérer des choses dans votre CV. Comme vous connaissez bien, 85% des études sont payées par l'industrie et les positifs sont 80% chez ces études contre 50% des études qui ne sont pas payées pour l'industrie. Malheureusement, il y a très de dangers, vous devez lire avec beaucoup de cynisme. Les revues systématiques et méta-analyses sont inutiles s'ils ne considèrent pas qui a payé. Et ridiculement, la majorité, dans le contrôle de qualité, n'ont pas qui a payé par l'étude. Certaines des recherches les plus utiles ont été rétrospectives.
le financement n'est pas le but d'une carrière en recherche. La mafia contrôle souvent le financement, mais elle ne peut pas tuer les idées de recherche et le travail. Nos meilleures études n'ont pas jamais été financées. Donc, il y a beaucoup qu'on peut faire. Ce n'est pas un chemin simple. Ce n'est pas un domaine sexy. Bien sûr, il n'y a pas la même quantité de postes de travail. Mais à mon avis, j'ai dédié toute ma vie, toute ma carrière à ce métier et je suis fier qu'on a fait une petite contribution à la souffrance des patients dans le monde. Donc, j'ai aucun doute à vous proposer vraiment aller avec une carrière de recherche. Et aussi, si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas de m'envoyer un email au Zoom, etc., avec quel domaine, quel problème que vous avez, et je ferai tout ce que je peux pour vous aider à résoudre, à pouvoir améliorer votre travail d'investigation ou à vous aider à faire de votre travail une publication avec succès. Merci beaucoup. En fait, on aurait le temps pour une ou deux questions. François m'avait dit que s'il y avait des questions, je pouvais répéter la présentation. Donc, si vous savez quelque chose à proposer. Donc, merci infiniment, Dr. Bruera.